On continue la conversation, cette fois-ci en plus petit comité, en privé, avec John Rocher. Il nous fait un énorme privilège, tu vas voir. C'est du lourd, il y a du niveau, c'est de la qualité. Avant de commencer, deux choses. Première chose, si tu n'as pas écouté le podcast public, il faut que tu l'écoutes avant. Parce que là-dedans, on expose quand même tous les concepts qu'on va développer dans la partie privée. Et deuxième chose, si tu as la chance d'être un membre du Ciel, mon cercle d'entrepreneurs, tu vas pouvoir poser des questions en direct à John. Si tu veux postuler au cercle, il suffit de suivre le lien qui est juste en dessous. On démarre tout de suite avec John Rocher dans une conversation privée sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps déjà nous expliquer ça? Et puis moi, très concrètement, ça m'intéresserait de te poser des questions sur Oui, comment ça pourrait s'appliquer, par exemple, à mon domaine. oui, Peut-être ça peut tout à fait. pas, peut-être ça peut. Voilà, j'ai Oui. des questions de ce style-là à te poser. Si tu as Ouais. encore le temps. Mais bien sûr, avec plaisir. Bon, donc je le dis et je le redis, les gens qui vont devenir immensément riches sur les 20 prochaines années ne seront pas ceux qui vont digitaliser les réseaux sociaux, Facebook s'en est déjà occupé, ne seront pas ceux qui résolveront les problèmes de logistique, Amazon a bien évolué et bien fait progresser quelque part ces problématiques, ce sont les gens qui vont industrialiser le conseil. Voilà. Les gens veulent du conseil. On n'oublie pas que la problématique, c'est que il y a 50 ans, les choses étaient simples, et qu'aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus complexes. On a de plus en plus de données à analyser pour prendre une prise de décision, et on sait que la faiblesse numéro un du cerveau humain, elle est très bien décrite dans la loi de Miller, et la loi de Miller dit à un cerveau capable de stocker en mémoire longue des centaines, des dizaines de milliers de règles, mais quand il bascule en raisonnement, quand il est en raisonnement d'une situation immédiate parce qu'il est en discussion avec son client, il ne sait pas raisonner sur plus de 7 points de données. Et je vous le dis parce que je fais des tests régulièrement quand je fais des conférences et je teste la mémoire courte de mes interlocuteurs avec bienveillance. Là, à 80%, c'est à 5 points de données. D'accord. Au-delà Ouais. de 5 points de données, à 7 points de données, il y a plus que 20% de la salle qui sait répondre sur un simple test de mémorisation en mémoire courte. Et D'accord. du reste, ne cherchez pas, hein, si la banque ne vous envoie que 6 chiffres dans votre code chaque fois que vous faites une transaction bancaire, c'est parce que 6, j'arrive à le maintenir. Le Crédit Agricole, je crois, a essayé ou essaye 8, et c'est un drame parce que les gens sont furieux, parce qu'ils sont obligés de lire. 8, je ne sais pas mémoriser 8 chiffres, c'est pas possible. Hmm. Donc, je suis obligé de lire quand je tape le code. Or, c'est pas pratique sur un clavier d'un portable de saisir les chiffres en même Bah, temps qu'on tient le moi, téléphone j'ai à la main. connu ça, alors ça parlera pas du tout aux plus jeunes, mais quand on a commencé avec les numéros de téléphone à ajouter des chiffres, en Ouais, fait, avant, tu n'avais aucun mal à connaître le numéro de téléphone de tous tes copains parce que ouais, finalement, c'était sur peu de chiffres. oui, Et aujourd'hui, bah oui, moi, et bizarrement, je me souviens encore des numéros de l'époque. ouais, Et je suis incapable de. Alors, peut-être c'est parce que je suis devenu vieux oui, maintenant, mais en tout cas, il y a aussi que il y a plus de données emmagasinées. tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que on est meilleur, entre guillemets, que les anglo-saxons, c'est que nous, on retient des nombres Hum, et eux, ils donnent des chiffres. Une suite de chiffres, c'est plus oui, oui, compliqué, il y a plus d'éléments oui. qu'une suite de nombres. Bref, pour le même Exactement, nombre. mais tu as tout à fait raison. Et tout ça, ça tourne autour de la loi de Miller. Ce que je veux dire, c'est que dans un monde qui est complexe, la loi de Miller fait que, en fait, dans le monde du conseil, conseil à la vente, conseil au choix de produits, conseil à la maintenance, conseil à tous les sujets qui sont quand même clés dans une entreprise pour se démarquer, eh bien, on est confronté à la complexité de nos produits et de nos services. Voilà. Hmm. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, dans le monde de l'industrie, on a fait des progrès considérables. Voilà. Dans le monde de l'industrie, il y a 50 ans, le taux de défaut sur les pièces détachées, c'était quelques pourcents de défaut sur les pièces détachées. C'est-à-dire que mon fournisseur me livrait des pièces détachées, je montais mon système et il y avait 3, 4% qui partaient à la benne, direct à la benne. Voilà. Et c'était des défauts. Voilà. Hmm. Maintenant, pour être référencé dans le monde de l'aéronautique, de l'automobile, des électroménagers, je parle de ppm. Alors, un ppm, c'est une chance sur 1 million d'avoir un défaut sur une pièce détachée. On a fait des progrès d'un facteur 1000 dans le monde de l'industrie.
Et de ce fait-là, aujourd'hui, on a un niveau de sophistication qui est énorme. Regardez par exemple une panne moteur sur votre voiture. Vous arrivez au garage, le garagiste, il attrape son chariot avec sa valise diagnostique, il plug sa valise diagnostique sur votre moteur, qui lui donne un numéro, un code erreur. Le code erreur, il sait qu'il faut changer telle pièce, il n'a rien compris de comment fonctionnait le moteur. Dans le monde du conseil, on n'en est pas là du tout. On en est à gentiment, on pose des questions, on dit aux gens c'est ça qu'il faut faire. Comme les produits sont devenus plus complexes et qu'on s'est arrêté à 5 questions, parce que 5 questions, loi de Miller, c'est les 5 éléments qu'on va prendre en compte pour prendre une décision, mais que la réalité, j'aurais dû lui poser 10 questions, 15 questions. Il est urgent dans les entreprises d'avoir des outils qui vous aident à poser les bonnes questions. Que ce soit Alan Turing, que ce soit Albert Einstein, les deux disaient exactement la même chose. Il faut se poser les bonnes questions. Je travaille avec des gens qui font de la maintenance, par exemple. Taux moyenne d'intervention, d'aller-retour chez un client et de changement de pièce, 2,3 par panne. Équipés de systèmes qui les aident à ce que le technicien de maintenance se pose la bonne question, 1,3 en moyenne. Vous vous rendez compte, les gars? Simplement avec une machine qui les aide à se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, donc, il faut aller… Oui. Pardon, c'est un cas concret. Moi, tu sais que j'ai une de mes entreprises, on vend des machines, et on fait de la maintenance, on propose des prestations. Oui. Quand j'ai vu le développement de l'IA, etc., je le dis dans ma vidéo, j'ai dit il faut absolument que vous vous intéressiez à ça. Et ma croyance, c'est que c'était, peut-être tu vas la challenger, cette croyance, je me suis dit, plutôt que ce soit moi, chef d'entreprise, qui pousse tel ou tel produit d'intelligence artificielle ou telle chose, je dis aux gens, voilà ce qui existe, amusez-vous avec ça, vous allez trouver des choses où ça va c'est à eux de me trouver les solutions. Quelque part, moi, je ne suis pas un technicien. Moi, mon technicien, il est 1000 fois plus expert que moi, donc j'ai tendance à lui dire, hey, tu es expert, il y a des outils, regarde comment tu peux les utiliser. Et effectivement, j'en ai un qui m'a dit, mais moi, je m'en sers, parce qu'on intervient aussi dans le logiciel, dans des logiciels pour concevoir des emballages. Il dit, je vais demander à l'intelligence artificielle de me faire un programme pour telle chose, et tu vas voir, elle est poliée. Il m'envoie une copie écran, et il dit à ChatGPT, programme-moi telle chose, et puis je vois mon technicien qui lui dit, non, tu as fait une erreur. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Tu as oublié la parenthèse là, le machin là. Enfin, moi, j'y connais rien. Et ChatGPT lui dit oui, vous avez raison, excusez-moi, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Il trouve ça marrant. Et en fait, finalement, je me dis super, mais c'est quoi le next step? C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce que tu viens de dire, moi, je suis chef d'entreprise. Tu me dis demain, tu gardes tes techs parce que. Voilà, tu gardes tes techs parce que, voilà, moi, humainement, pour un tas de raisons, je n'ai pas envie qu'on se sépare de nos techs. Donc, ça ne les remplace pas. Par contre, tu les équipes du bon outil et ton taux d'erreur est divisé par 2. Et donc, tu peux facturer plus d'interventions, tes clients sont plus contents, Sauf que, ce que tu viens de me dire, c'est que ce n'est pas en utilisant ChatGPT ou les trucs mainstream qu'on va arriver à grand-chose. Donc, moi, je suis preneur. En tant que chef d'entreprise ou manager, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je trouve que mon idée de les familiariser avec le truc pour pas qu'ils en aient peur, parce que moi, il y a quand même un truc majeur, je trouve, qu'apporte ChatGPT et compagnie, c'est que ils sont plutôt amicaux, ces trucs-là. Ils sont plutôt civilisés. Ils disent plutôt des choses qui nous font pas peur. Donc, ça rassure les gens. Plutôt que de dire non, je ne veux pas voir ça, ça va me remplacer, etc. Sauf que finalement, c'est quoi le next step? Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que ça m'intéresse, là, pour les gens d'outils du manager qui nous suivent, ce serait, est-ce que ce n'est pas une partie du plan d'action? De dire, ouais, balancer beaucoup d'infos, obliger les gens à s'en servir, et comme ça, vous préparez le terrain, et là, on va pouvoir faire de la vraie intelligence artificielle adaptée. Oui. Alors, la vraie intelligence artificielle, elle se fait sur ce qu'on appelle les données d'usage. Vous savez qu'il faut de la donnée pour faire de l'auto-apprentissage. Bon, en fait, il y a 4 types de données sur Terre. La donnée administrative,
C'est celle que les chefs d'entreprise ont, les entreprises ont, en tout cas les PME, elles ont ça, et toutes les entreprises ont des données administratives. Moi, j'appelle une donnée administrative la donnée qui permet de faire la facture, hein, voilà, au sens très large du terme. Hein. Le SIRET, l'adresse du client, son code APE, tout ça, là où il habite, là où sont ses locaux, tout ça pour moi, ça s'appelle la donnée administrative. Ça a très peu d'intérêt. On ne fait pas d'intelligence artificielle. Le deuxième type de données est celui que l'on appelle l'or du XXIe siècle. C'est ce qu'on appelle la donnée d'usage. La donnée d'usage, elle est la réponse à 5 grandes catégories de questions. J'ai dit des catégories de questions. Quand un client vous appelle et dit « je veux acheter votre produit », ben, il ne faut pas lui donner « ah, c'est ce produit-là, ben, il vaut tant ». Non, ça, pour moi, c'est une erreur. Il faut requalifier le besoin du client dans ces 5 catégories de questions. Monsieur client, quel est votre objectif? En un mot, hein, pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous m'appelez? J'ai besoin de savoir pourquoi. Alors, ça peut être objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Vous débrouillez, chacun a sa façon de faire et en fonction de son métier. Deuxième grande catégorie de questions, c'est quelles sont vos contraintes, hein? Voilà. Hein, quelles sont vos contraintes? Et si il a bien des contraintes, il n'y a pas que les contraintes financières. Hein. Et puis, quelles sont vos habitudes? Comment vous faisiez avant de venir me voir, avant de m'appeler là? Vous faisiez comment pour résoudre cette problématique? Le quatrième type de question, c'est quelles sont vos priorités? Peut-être que tout passera pas. Hein. Je sais pas tout. Donc, j'ai besoin de savoir votre priorité. Voilà. En un mot, hein, pour faire simple, hein, si client il veut une machine à café qui fait en plus les croissants et la confiture, et que moi j'ai une machine à café qui fait le café et les croissants et une autre qui fait le café et la confiture, si je connais pas les priorités, je sais pas laquelle des deux proposer. Et le 5e point, ben, c'est quelles sont ses valeurs. Voilà. Valeurs, ouais. Ben oui, je travaille. J'ai conseillé un leader mondial du monde des valises. Bon, ils sortent une gamme de valises qu'ils garantissent 99 ans dépannable. Plus le plastique, il est recyclable. Voilà. Quand un client dit qu'il est écolo ou RSE, c'est bon. Tout de suite, on va sur cette gamme de produits. Voilà, c'est pas la peine. Voilà. Ces gens-là sont pas peu nombreux à être prêts à payer pour leurs valeurs, mais c'est les plus riches. Donc, il ne faut pas les louper, ceux-là. Voilà. Et là, du coup, on se différencie de la concurrence. On ne parle plus du tout de la même chose. Donc, c'est très important aussi, les valeurs. Dans certains métiers, non, mais dans beaucoup de métiers, oui. Voilà. Super. Voilà les grandes 5. Et à partir de là, je vais collecter mes données d'usage. Et à partir de là, je vais faire de l'intelligence artificielle de type machine learning. Mais tant que je n'ai pas des données d'usage, tant que je ne sais pas comment mon prospect va utiliser les produits, ou mon client existant utilise mes produits, je ne peux pas faire d'intelligence artificielle. Bah, tu vois, typiquement, c'est super parce que ça m'aide à comprendre la limite de ChatGPT. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la personne qui me disait, voilà, j'ai tel problème et je ne sais pas comment faire, on voit bien que ChatGPT, il a pris les infos, mais il n'a pas classé. Il n'a pas dit, par exemple, clairement, quand tu lis le truc, tu comprends tout de suite qu'une des contraintes, c'est qu'elle ne peut pas demander à sa direction de virer tout le monde et de recruter de nouvelles personnes avec des salaires plus élevés. C'est absurde, on va la regarder. Eh bien, ChatGPT, il n'a pas compris que c'était une limite. Il l'a pas mis dans la case limite. Il l'a mis dans la case suggestion. On pourrait faire comme ça. Alors que c'était exactement le contraire qu'il fallait comprendre. C'est que c'était une limite. Voilà, une contrainte. Moi, ce que j'appellerais les limites. Une contrainte, oui, c'est ça. Voilà, mais peu importe. C'est la catégorie 2, donc, là, dans ce que tu disais. Continue sur les catégories de questions, parce que pour les auditeurs, c'est important. Le 3e catégorie de questions, c'est la donnée comportementale. OK. Bon, il a été sur LinkedIn et il a cliqué sur tel article, donc il est d'accord avec le contenu. Ouh là, c'est un petit peu tiré. Moi, quand ma femme, elle produit, elle écrit beaucoup sur LinkedIn parce que c'est quelque part un peu son métier, je dirais. Enfin, en tout cas, dans son métier, c'est très important, donc elle communique presque tous les jours. Dès que je vois qu'elle communique sur LinkedIn, je clique, je like. Hein. Vous lui dites pas, hein. Mais je n'ai même pas lu ce qu'elle a écrit, hein, je n'ai pas eu le temps. Mais je sais qu'il faut cliquer, quoi. Je fais du ménage, alors je veux le soir qu'elle ait le sourire, et donc je vais être le premier à cliquer. Je plaisante, mais vous voyez un petit peu, ce n'est pas parce qu'un copain, je fais un like sur un article que je suis d'accord avec le contenu. Bien sûr, je ne suis pas contre, je sais que c'est quelqu'un de raisonnable, il est dans mes valeurs, bien sûr, sinon il ne serait pas ami. Mais quelque part, si vous voulez,
c'est quand même un peu tirer la donnée comportementale à une durée de vie très courte, et les interprétations sont audacieuses. Voilà. Et le quatrième type Et l'être humain est irrationnel. Enfin, il agit beaucoup par émotion. Et je te rejoins. Moi, j'ai des copains, quand ils publient des trucs, je suis toujours content et je like, etc. J'ai même pas lu ce qu'ils écrivaient. Du coup, une intelligence qui regarderait artificielle, qui regarderait mon comportement, se dirait que j'ai plein de centres d'intérêt que je n'ai absolument pas. Et elle me gonflerait à me balancer des infos sur ce sujet-là. Voilà. J'appelle ça la donnée comportementale. Et le quatrième type de donnée, c'est la donnée de synthèse. Alors, la donnée de synthèse, c'est très, très, très intéressant. Si vous regardez la vidéo que tu vas donner, vous verrez à un moment donné qu'on pose la question, que la machine dit qu'il faut poser la question à la personne de savoir si la batterie sur son scooter électrique est nécessaire et peu importante ou indispensable. Ben, je vais vous dire que, en fait, cette question, elle est posée parce que si la batterie amovible, le fait de pouvoir enlever sa batterie, et si elle répond que la batterie est indispensable, que c'est indispensable que la batterie soit amovible, alors ça veut dire qu'elle habite dans un appartement et qu'elle n'a pas de garage en bas avec une prise de courant. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et ça veut dire qu'elle habite en appartement. Je n'ai pas droit avec RGPD d'aller poser à un particulier la question de savoir s'il habite dans un appartement ou une maison. En tout cas, c'est litigieux. Par contre, j'ai le droit de lui demander si sa batterie amovible, elle est indispensable ou simplement utile. Voilà. Si elle me dit utile, utile, d'accord. Mais si elle me dit indispensable, c'est qu'elle n'a pas de garage, elle va le garer dans une cour et qu'elle veut remonter la batterie tous les jours ou au bureau pour la recharger. Donc, ça, c'est très intéressant, mais ce n'est utile, la donnée de synthèse est le fruit d'une véritable expertise d'interpréter les données d'usage qu'on a collectées pour en déduire des données de synthèse. J'ai travaillé avec des gens comme L'Oréal ou etc. qui avaient des experts métiers, c'est fabuleux. Ils doublaient le nombre de données d'usage en données de synthèse, ce qu'on appelle données de synthèse. Il y a un petit risque d'erreur, mais il est très faible. J'ai un copain qui a bossé, qui est lui dans le traitement de big data et qui a bossé pour Decathlon. Et il me disait, en fait, je ne saurais plus citer l'exemple, mais c'était intéressant. Il me disait, si la personne, il y avait 3 trucs, elle a tel âge, et donc il mélangeait, mais qu'elle a répondu ça et qu'elle a répondu ça, alors, et il tirait une conclusion, je me disais, mais quel est le rapport? Tu es en train de me dire qu'avec 3 données, tu es capable de déterminer presque son comportement. Et après, il me montrait, et comme tu viens de le faire, en disant, oui, parce que l'avantage de la machine, c'est qu'elle traite tellement de données que nous, on est incapable de traiter. Elle nous dit, il y a des trends, des tendances, et quand on croise ça, on a un taux de prédictibilité de ça qui est suffisamment important pour être pertinent. Mais par contre, il me disait, mais il y aura quand même un humain ça va orienter en fait le diagnostic de l'humain. À l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, l'intelligence est capable de poser des questions pour affiner toute seule le sujet. Mais c'était déjà une donnée qui permettait aux vendeurs de gagner beaucoup de temps et d'être pertinent à 90% quand il avait la cliente en face de lui. Donc, on reprend le cycle. Dans une PME, la priorité, c'est de connecter la donnée d'usage. Parce qu'avec la donnée d'usage, et ça, je suis obligé d'avoir des systèmes qui questionnent. Donc, je suis obligé d'avoir des systèmes déterministes. Donc, je vais chercher dans les cobots, c'est par là que je vais trouver des systèmes déterministes qui savent poser des questions intelligentes sans aucun script prédéfini. On ne rentre pas dans un tunnel de questions. Donc, voilà, ça, c'est par là. Une fois que j'ai collecté de la donnée d'usage et que j'ai une base suffisamment importante, probablement 1 an, 2 ans, 3 ans, quand même. Même si on fait de mieux en mieux, on sait faire l'auto-apprentissage sur des données de plus en plus faibles, en une quantité de données de plus en plus faible et qui restent de bonne qualité. Bonne qualité veut dire un taux d'erreur. Admettez que vous aurez entre 10 et 20% de taux d'erreur. Vous ne ferez pas mieux. Voilà. Et à partir effectivement de ces questions-là, je vais pouvoir faire de l'intelligence artificielle qui va devenir suffisamment juste parce qu'elle est basée sur des données d'usage et qui va me servir en fait à mieux comprendre aussi comment mon système fonctionne et à améliorer les règles de mon système déterministe. Vous voyez qu'en fait, c'est une boucle. Je démarre par de l'intelligence artificielle déterministe. Ça me permet de collecter de la donnée d'usage. Je vais faire du machine learning qui va m'apprendre des choses que je ne savais pas et qui va me permettre
bien sûr d'en déduire des choses sur les stocks, sur la prédictivité, sur le classement des documents que je lui donne, etc., mais qui va aussi me permettre d'améliorer avec une intervention humaine, dire en fait les clients ne font plus comme ça. Et pourtant j'étais persuadé, oui, ils ne font plus comme ça. Là, je vais modifier ma règle pour m'adapter si c'est ce que je veux. Parce que ce n'est pas parce que 90% de mes clients font comme ça que c'est ce que moi je veux. Moi, Exactement. Je veux peut-être que mes clients les tirer vers le haut et leur dire non, c'est comme ça que vous allez résoudre votre problème. Est-ce que je peux tenter un exemple? Oui. J'ai une de mes autres sociétés, c'est de la distribution de consommables et j'ai une problématique très claire dans mon entreprise qui est la prédictibilité des ventes et donc, surtout, comment je fais. J'ai beaucoup de fournisseurs, j'ai des clients qui me livrent avec des délais genre 2 semaines, 2 mois, et j'ai des clients qui vont être livrés le jour même avec une problématique sur certains produits où, si je ne livre pas, le client est bloqué dans sa chaîne, très clairement. Donc c'est vraiment un poste pivot dans mon entreprise, et si on se plante là, voilà, le chiffre d'affaires est impacté directement. Ce que je peux faire en données d'usage, c'est par exemple te donner l'historique de toutes mes commandes, l'historique de toutes mes ventes, puisque ça, c'est une donnée claire et absolue. C'est des références produits avec des codes clients. Enfin, je veux dire, c'est processisable. Je ne sais pas comment on dit. C'est ingurgitable par une intelligence artificielle parce que la donnée est structurée. Voilà, la donnée structurée. Mais il faut que l'intelligence, elle puisse boucler et qu'on puisse l'aider parce que les ventes que j'ai faites dans le passé sont conditionnées par les erreurs que j'ai faites. Autrement dit, l'intelligence va me dire là, il faut commander parce que tu as vendu beaucoup l'année dernière. Et non, c'est une erreur que j'ai faite. Non, c'est faux. J'ai vendu beaucoup l'année dernière parce que comme j'étais en rupture depuis un moment, parce que je n'arrivais pas à me faire livrer, j'ai débloqué toutes mes ventes d'un seul coup, mais ce n'est pas du tout ce que je veux reproduire. Sinon, elle va bêtement reproduire les erreurs que j'ai faites dans le passé. Moi, une intelligence, je veux qu'elle fasse le contraire. Oui, tu es en train de décrire le biais de l'intelligence artificielle. Je t'ai dit tout à l'heure, les pharmacies qui utilisaient l'intelligence artificielle pour savoir combien il fallait stocker, ils les ont mis au placard, les logiciels. Et oui, entre-temps, il y a eu le Covid, les gens ont pu acheter les mêmes médicaments, c'est la panique, on n'a plus de données. Donc, c'est pour ça que c'est mieux orienté vers le monde industriel. Les capteurs dans un ascenseur, ils fonctionnent toujours pareil qu'il y ait le Covid ou qu'il n'y ait pas le Covid. Et même s'il y a moins de gens à monter dans la tour. Mais ils fonctionnent toujours pareil. Mais alors moi, je reste avec mon problème et puis j'attends. Il y a des solutions qui existent. Le problème hors antenne, mais tu as un vrai problème et on en parlera de vive voix. Alors de vive voix ou off en dehors de cette vidéo, si tu veux. Alors, j'ai ça en fait comme problématique, tu vois, dont je voulais te parler, c'est mes approvisionnements et je me dis. Là, c'est un sujet, normalement, qui est complexe, mais surtout qui est avec de la donnée structurée. Et puis, l'autre sujet, c'est, j'ai aussi, et là, je pense que c'est plus compliqué, je pense, pour collecter les données, qui est mes techniciens qui sont là-bas, qui résolvent les problèmes comme ça, mais ils ne notent nulle part comment ils font. Donc, on part de zéro. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on rentre dans le plan d'action. La question, c'est, pour être très concret, je suis manager, je suis chef d'entreprise. Maintenant, je suis convaincu que ça arrive, que si je loupe le coche, je vais me faire détruire. J'ai déjà sensibilisé mes collaborateurs sur l'intelligence artificielle pour les rassurer, pour leur dire que ce n'était pas pour les remplacer. Mais malheureusement, je ne peux pas passer au stade 2 de l'intelligence artificielle que le genre que tu pourrais proposer parce que je n'ai pas de collecte des données. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon plan d'action? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que je suis déjà mort debout? Il n'y a pas Mary Poppins. Voilà. Et c'est un peu ce que je reproche aux gens qui parlent d'intelligence artificielle. Quand on les écoute, on a l'impression que Mary Poppins va arriver avec sa baguette et la chambre elle va être rangée du premier coup. Voilà. La réalité des faits, c'est que ce n'est pas ça. La réalité des faits, c'est qu'il va bien falloir commencer par collecter la donnée d'usage. À un moment donné, dans le monde du dépannage, il va bien falloir, à un moment donné, prendre les pannes,
déjà trier et regarder les pannes les plus répétitives, 80-20, hein, et puis s'attaquer à chacune de ces pannes et se dire, au fait, quelles sont les bonnes questions à se poser quand mon client il a telle panne et telle panne. Voilà. Et ça, généralement, il y a un expert, un mec qui est peut-être le patron du service, truc et machin, qui a un vieux 20 ans d'expérience et qui, lui, va savoir. Voilà. Donc, moi, j'ai ça. J'en ai deux. Et ben voilà. Et ben au départ, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas d'informatique. Messieurs, vous allez utiliser Miro ou n'importe quel logiciel et vous allez, chaque fois qu'on a un cas qui est intéressant, dire voilà comment on l'a résolu, quelles sont les bonnes questions et quelles sont après les bonnes. L'homme humain est habitué à travailler avec un arbre de décision. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer par écrire un arbre de décision. Okay. Et ensuite, en fait, dans l'intelligence artificielle, il n'y aura pas d'arbre de décision. Donc, la machine, elle fera un raccourci, elle sera capable de sauter d'un morceau d'une branche à un autre morceau d'une branche de l'arbre de décision. Donc, on sera plus performant que ce qu'on sait faire. Voilà. Mais le cerveau humain, c'est faire ça aussi. Hein. Si on est en train de discuter sur un point et que tu me poses une question, tu t'attends à ce que je te réponde oui ou non, donc intuitivement, tu sais quelle est la deuxième question que tu vas me poser. Et si je te réponds ni oui ni non et je te réponds quelque chose qui te surprend, tu vas faire « Ah oui, j'ai compris » et tu vas me poser une question que tu n'avais pas prévue. En fait, tu as bien dans ton cerveau tué ton arbre de décision, reconstruit un arbre de décision en intégrant la réponse que je viens de te donner pour me poser une autre question qui n'était pas prévue au départ. C'est-à-dire, en fait, tu as bien sauté d'une branche à une autre. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. C'est que moi, je vais vous donner un autre conseil. Cette personne, la personne que vous devez solliciter, éduquer pour qu'elle vous récolte les données d'usage, c'est qui? En fait, c'est la personne à qui on pose toutes les questions aujourd'hui quand on est bloqué. Et dans toutes les entreprises, il y en a. Et je trouve que ce que tu viens de dire, tu vois, ça m'intéresse beaucoup parce que ça réhabilite la courbe d'expérience, la confiance qu'on a dans cette personne, la volonté de partager, etc., qui sont des valeurs humaines. Et c'est là, je trouve, où on peut réconcilier justement de se dire mais on va tous être remplacés. Non, plus tu es expert, plus tu as d'expérience, plus tu es capable de la partager, eh bien plus tu seras capable de te faire aider, plus tu es indispensable déjà, et plus tu te feras aider par l'intelligence artificielle. Et donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et du coup, nous on les appelle les sachants, hein, c'est le terme qu'on utilise, et ces sachants-là, eh bien, ils sont d'accord pour modéliser ce qu'ils savent, parce que ils sont comme ce que tu as dit il y a un quart d'heure. Tu m'as dit, j'ai souvent des réponses répétitives sur des sujets où je n'ai même pas besoin de réfléchir, je les connais. Et ce qui m'intéresserait, c'est les sujets les plus pointus. C'est les sujets où, effectivement, je vais moi-même me poser des questions. Voilà. Et donc, il faut commencer par les sujets qui sont très simples. Parce qu'en général, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on a ce type de panne? Et puis, donc il faut commencer par faire du papier. Il faut commencer par produire du papier. Ça peut être informatique, mais il faut commencer par modéliser. Et après, on peut le mettre dans l'intelligence artificielle. Et là, il n'y aura pas d'arbre de décision. Et on le mettra sur un smartphone. Et les gens, quand ils iront au dépannage, la première chose qu'on leur demande, c'est de collecter cette donnée d'usage. Donc, déjà de faire un diagnostic de la situation. Deuxièmement, de répondre à ce questionnaire. On est sur ce type de panne. Est-ce que tu peux nous dire ceci, cela, cela? Et très rapidement, la solution, le problème, il peut venir de là ou de là. Et pour ça, il faut que tu te poses telle question, tu vérifies ceci ou cela. Donc, nous, on l'avait fait, dans le passé, je l'avais fait pour un constructeur d'avions. Chaque fois qu'un avion aux États-Unis se posait et faisait un hard landing, c'est l'avion qui tape sur la piste. C'était des petits avions. Et sur les petits avions, il y a la fonction de pilotage automatique n'est pas toujours en standard parce que ça coûte très cher. Et donc, on est en pilotage manuel. Et le problème du pilotage manuel, c'est le hard landing. Au moment où il fait un hard landing, il y a des capteurs qui se déclenchent, qui envoyaient les données directement au centre de traitement à l'autre bout des États-Unis, qui analysaient et tout de suite renvoyait au gars qui était à l'accueil, celui qui est le pisteur, et lui donnait alors c'était pas le pisteur, c'était un autre qui était à côté, qui est un technicien de premier niveau, mais qui n'est pas qualifié pour savoir si le hard landing il a causé de la casse ou pas, et qui lui disait précisément quelles étaient les photos qu'il devait prendre, quels étaient les points qu'il devait aller vérifier. Ces photos étaient envoyées au centre où il y avait un ingénieur agréé, certifié, et cet ingénieur il allait vérifier avec les photos si le hard landing avait causé des problèmes ou pas.
et aller certifier que l'avion peut continuer ou pas de voler, ou devait repasser en révision. Voilà. Et ben ça, c'était très enrichissant parce que le gars sur le terrain, du coup, il était impliqué dans des problématiques qui étaient beaucoup plus complexes que sa qualification. Il participait à savoir si l'avion pouvait redécoller et en même temps, on était rassuré parce qu'il y avait un ingénieur à l'autre bout qui vérifiait et qui certifiait que c'était parti et on pouvait le faire. Voilà. Et en fait, le next step, c'est si on n'arrive pas à résoudre le problème avec l'intelligence artificielle, c'est de le lui dire et de lui dire comment finalement on l'a résolu pour qu'elle puisse apprendre ça, l'intégrer et que la prochaine fois, elle ait modifié sa manière d'aider. En fait, c'est là le machine learning, c'est là qu'il intervient, c'est dans le feedback qu'il reçoit parce qu'il n'a pas de moyen de vérifier, sauf en passant par l'humain. Et à nouveau, l'humain, enfin, en l'occurrence, hein, quand je te parle d'un rôle d'expert qui intervient sur site, etc., l'humain, il reste totalement incontournable dans la démarche. Je vais juste amender ce que tu as dit sur le machine learning. À partir du moment où le machine learning il est statistique, ce qui est le cas aujourd'hui, et ne sera plus le cas demain, il faut le savoir. Demain, le machine learning sera déterministe et non plus statistique, c'est ce qui est en train d'arriver. Et à partir du moment, tant qu'il est de type statistique, il ne faut pas ignorer ce que disent les meilleurs spécialistes, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, de toute façon, si je n'ai pas d'arbre de décision dans mes règles, c'est le cas avec l'intelligence artificielle, aller ajouter une exception ou modifier une règle, c'est un travail qui ne prend pas plus de temps que d'aller modifier une cellule dans Excel. Je n'ai pas besoin de machine learning dans Excel parce que tout le monde sait modifier les règles et les formules, pardon, et ben c'est pareil dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a des moments donnés où l'auto-apprentissage n'est pas ce que je cherche parce que je veux que ce soit l'humain qui dise oui, c'est ça qu'on veut ou non, c'est ça qu'on veut pas. Ouais. Le problème toujours de la statistique, c'est, et la moyenne, c'est pas que la statistique n'est pas que la moyenne, mais la moyenne en fait partie. C'est pas parce que la moyenne des clients font comme ça que c'est ce que je veux que fasse pour l'intérêt de la société et l'intérêt de mon business model. Mais c'est juste pour amender un tout petit peu. On va dans un monde, dit Daphne Koller, la plus grande gourou d'intelligence artificielle dans le monde. Elle dit, on est comme au début de l'aviation. On a les premiers avions qui ont volé, c'était des avions avec des ailes qui battaient comme les oiseaux, parce qu'on s'est dit, puisque les oiseaux battent des ailes, c'est la solution pour voler. Et donc, on a fait des premiers avions. Et le premier avion qui a décollé, il battait avec des ailes. Et on s'est dit après, non, mais ça, on n'ira pas loin, ce sera jamais fiable, c'est trop lourd, ça marchera jamais. Et on a fait quelque chose qui n'était pas humain. On a fait des pistes. Aucun oiseau ne décolle avec une piste en gagnant de la vitesse et sans bouger les ailes. Et nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et on a fait. Eh bien, on est là à l'intelligence artificielle. Au début, on a voulu faire des réseaux de neurones parce qu'on s'est dit notre cerveau il résonne et c'est basé sur des neurones. Donc, on a essayé de modéliser comment ça se fonctionnait. On a su du reste modéliser comment les neurones se communiquaient entre eux, mais on n'a jamais compris comment ils se synchronisaient. Ça, c'est un mystère. Et du coup, on est sur des limites qui sont entre autres la statistique et puis le monodisciplinaire. Et du coup, aujourd'hui, on est en train d'explorer sérieusement avec des milliards, plus que d'explorer, on est en train de lancer des logiciels qui effectivement vont être déterministes, qui ne correspondront plus aux méthodes de raisonnement de notre cerveau. Voilà. Ok, super, passionnant. Est-ce qu'on est au bout? Est-ce que tu as donné tes secrets, le plan d'action, je pense qu'on l'a donné, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter spécialement, je dirais, pour les personnes qui font partie de la communauté d'outils du manager? Oui, j'ai une chose à leur dire. N'écoutez pas Cédric avec ses 2 R. Le management, c'est 3 R. Ah. Le premier R, c'est résultat, on est tous d'accord. Le deuxième R, c'est rétention. Mais le troisième R, qui est un facteur de jugement du manager, c'est sa capacité à résoudre les problèmes. On a trop de managers qui ont peur des problèmes et qui les fuient. Et nos boîtes coulent de gens qui, en fait, ont été nommés managers, mais ont la trouille de résoudre les problèmes. Et ce R, il est super important. Donc, maintenant, on passe du 2 R au 3 R. Génial, je vais pouvoir refaire des vidéos, tu m'as donné. Et alors, c'est marrant parce que bientôt, tu sais, on en a un outil qui s'appelle Problem to Performance, c'est-à-dire, c'est une formation qui existe dans nos formations. Et Problem to Performance, ça veut dire tu transformes des problèmes en performance, tu vois, PTP. Oui. Ça allait bien dire, etc. Bon, le titre. Ouais. Mais bref, qu'est-ce qu'on dit de fondamental? C'est que s'il n'y a plus de problème,
Tu n'existes plus. Et ça me fait penser. Il y avait une C'est la citation. nature même du rôle de manager. C'est de Exactement. résoudre les problèmes. Et je dirais même que ça va plus loin. C'est-à-dire que j'ai lu une citation, j'ai vu une citation il n'y a pas longtemps qui m'a fait tilt. Alors je me souviens plus l'auteur, je vais peut-être la dire mal, mais d'un gars qui, à la fin de sa vie, disait « Toute ma vie, j'ai essayé d'éliminer les problèmes jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la vie, c'est ça. Ce sont les problèmes que l'on résout. » Et je trouvais ça intéressant parce que c'est ça qui nous fait lever le matin. Et effectivement, si vos collaborateurs ne sentent pas cette volonté-là, mais pourquoi ils se donneraient du mal pour vous? À quoi vous servez exactement? Après, la manière de résoudre les problèmes, ça se fait en équipe, etc., etc., etc. On est même à un risque que tu décris là. C'est que les systèmes, par exemple, du dépannage de ma voiture, où le mécanicien, il a un code erreur, on lui dit de changer telle pièce, mais il n'a pas compris quelle était l'erreur, à la fin de la journée, il est démotivé. Parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a obéi à un robot qui, en plus, ne se trompait pas. Quand il lui a dit que c'était telle pièce qu'il fallait changer, il a changé la pièce et ça a marché. Mais l'homme a besoin de raisonner. L'homme, c'est une faculté indispensable à la motivation des gens. Donc, si je n'ai pas eu besoin de me poser de questions, si je n'ai pas eu besoin de chercher, si je n'ai pas eu le bonheur de trouver et de voir l'accomplissement que maintenant la machine, elle fonctionne, j'ai perdu une énorme motivation. Et c'est pour ça que les cobots vont prendre un essor considérable, parce que dans le cobot, la machine aide à poser les questions, aide à trouver la solution, mais c'est l'être humain qui trouve la solution, aide à ce qu'il y ait une réelle implication et il y a la satisfaction du travail accompli qui est psychologiquement extrêmement important. Et dernier point supplémentaire, puisque tu veux la partie secret, qui n'est pas du tout un secret et que je n'ai pas inventé, voire Einstein, c'est… Ah non, mais je ne te demande pas que des secrets que tu aurais inventés, n'importe quel secret me convient. Poser des questions, poser des questions. Toutes mes entreprises, la motivation de mes équipes, ça a été de les laisser trouver la solution en les influençant, mais pas en leur donnant la réponse. Et je sais que c'est pas facile. C'est très dur de poser les bonnes questions. C'est pour ça, du reste, qu'existe le CODEV. C'est aux États-Unis, le CODEV, on ne va pas à la conclusion. On n'a droit que de poser des questions. Et le but du CODEV, de cette méthodologie de co-développement, c'est d'aider à effectivement apprendre à poser des questions. Et ça, c'est le secret, à mon avis, des grands managers de demain. C'est de savoir poser des questions, influencer les gens sans leur donner la réponse. Alors, il ne faut pas non plus être… fanatique au point de ne jamais donner les questions. Dans le monde de l'urgence, on va dire tout de suite ce qu'il faut faire. Mais d'une façon générale, le mieux manager nos gens parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Le bonheur et l'accomplissement au travail vient de ce travail de raisonnement, de questionnement, de découverte, de satisfaction, d'avoir trouvé la solution et de voir la situation s'améliorer. Écoute, ça me paraît être une excellente conclusion. Effectivement, on va se parler en off parce que j'aimerais bien, il y a des questions que peut-être tu vas pas révéler là, ici, sur le coût et sur les possibilités de l'intelligence artificielle selon les cas. Peut-être ce qu'on fera, John, si tu es d'accord, c'est que je t'inviterai au cercle des entrepreneurs, où là, on est vraiment en comité restreint, on parle qu'à des entrepreneurs, et peut-être que ces questions-là, tu accepteras d'y répondre dans un cercle plus restreint. Je suis vraiment dans le mode partage, il n'y a aucun souci. Ok, super. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Et puis, voilà, pour les entrepreneurs qui veulent aller plus loin, si vous voulez rejoindre le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, vous nous contactez, vous me faites un mail ou on mettra un lien en descriptif. Et puis, voilà, et puis ils peuvent me contacter sur LinkedIn, John Rocher. Voilà, ils me trouveront facilement et je réponds à mes messages sous 48 heures. Je réponds à tous mes messages. Génial. Ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci du partage.